Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet espace, dans cette présentation, Rallumer la flamme de la méditation. Suite à une petite erreur technique de ma part, le deuxième appel, la deuxième présentation n'a pas eu lieu. C'est pourquoi je fais cette présentation pour les personnes qui n'ont pas pu assister à cette présentation, mais aussi pour toutes les autres personnes qui sont intéressées. Donc d'abord, je m'excuse pour cette erreur technique et j'espère que cette présentation va pouvoir vous donner ce que vous êtes venu chercher. Comment va se dérouler cette présentation? D'abord, je vais vous parler des découvertes que j'ai réalisées en faisant les appels avec ces 10 personnes qui ont intégré la méditation dans leur quotidien. Et j'ai organisé ça en cinq étapes qui commencent par comment est-ce que la méditation, quel est l'élément déclencheur qui permet de s'ouvrir à la pratique, comment est-ce que ça évolue à travers le temps et comment est-ce qu'au fur et à mesure ça se stabilise et on arrive à méditer quotidiennement. Donc ça, c'est pour la première partie. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler de Wake Up, l'accompagnement en ligne de 5 semaines que je propose pour intégrer la méditation dans le quotidien. Pour vous donner un petit contexte, pourquoi est-ce que ce sujet me passionne et est si cher à mon cœur? Ça fait une dizaine d'années que j'ai découvert la méditation et j'ai vu à quel point euh, il y avait cette envie sincère de la mettre en place. Et en même temps, souvent, il y avait autre chose à faire. C'était peut-être pas la priorité. Le fait d'organiser les retraites à Maurice également, euh, avec Alexia depuis 5 ans. Donc, on voit énormément de personnes qui partent de la retraite très motivées, très inspirées, qui veulent méditer. Et ensuite, quelques semaines ou quelques mois plus tard, il n'y a plus de pratique. Et l'année d'après, on retrouve ces mêmes personnes et on apprend que ça a pas tenu. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de comprendre ce qui rend une pratique vivante, ce qui rend une pratique durable et comment on arrive à créer les conditions pour aller, pour au final être avec soi et réussir à implémenter cette habitude qui nous fait le plus grand bien, qui nous relie à notre cœur. Euh, Comment est-ce que ça s'est passé, la méthode à travers cette mini-étude? J'ai fait 10 appels d'une demi-heure avec des personnes via Zoom et où je posais différentes questions qui étaient importantes pour moi. Ces personnes avaient entre 32 et 70 ans. Elles méditaient certaines d'entre elles méditaient depuis plus de 30 ans, d'autres personnes depuis moins d'un an. Donc il y avait vraiment une, un, un spectre de personnes différents et la fréquence à laquelle ces personnes méditaient entre soit une fois par jour ou bien 3 fois par jour. Les sessions, elles, variaient de 5 minutes jusqu'à 1 heure. Et donc, c'est pour vous montrer que on a beau dire qu'on médite régulièrement, on a chacun notre approche, on a chacun notre manière de méditer. Et c'est ça qui était aussi intéressant à voir dans une si courte période, d'avoir autant de témoignages et de voir qu'au final, la méditation, c'est quelque chose de très personnel et, euh, et que c'est à chacun de trouver le modèle qui convient le mieux à sa propre manière de fonctionner, d'être et, ouais, et de vivre, tout simplement. Pourquoi méditer? On dit souvent le plus important, c'est l'intention derrière. Donc, pourquoi méditer? Ce que les personnes m'ont partagé, les réponses qui revenaient le plus fréquemment, c'est quoi? C'est trouver la paix intérieure, c'est réussir à mieux gérer les émotions, c'est réussir à se reconnecter à soi, ou encore réaliser le soi, qui est cette dimension plus ultime, notre essence, le cœur, l'hidaya. Euh, donc, c'est un peu les différentes raisons. Ça peut être, pour Sonia par exemple, c'est qu'elle avait besoin de ça pour tenir debout. Sonia m'a partagé qu'elle a été victime de harcèlement au travail et que c'est vraiment la pratique de la méditation qui lui a permis de traverser cette épreuve, en fait. Alors que Anne, elle, c'est plus, là, son pourquoi, c'est un rendez-vous d'amour avec son âme.
Donc là, on voit que ça a une toute autre couleur au niveau de la pratique. Je vais maintenant vous présenter les 5 étapes dont je vous parlais. Et la première d'entre elles, c'est que la méditation commence souvent par une crise ou par une quête. Et cette crise, cette quête, ça peut ressembler à quoi? Ça peut être un burn-out, ça peut être de l'anxiété, ça peut être un questionnement existentiel ou encore une quête de sens. Et par rapport à ma propre histoire, moi, c'est vraiment par la quête de sens que j'ai découvert la méditation. J'avais j'avais 21 ans, j'étais en voyage, j'étais libre, j'étais ouais, heureux. Et en même temps, il y avait un besoin profond d'aller creuser un peu plus l'existence, aller creuser un peu plus la vie et questionner c'est quoi la vie, c'est quoi le bonheur, pourquoi est-ce que je suis là et ouais, est-ce qu'il y a, et aussi peut-être intérieurement, cette question, est-ce qu'il n'y a pas autre chose, quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus vrai, que je pourrais, ouais, qui serait accessible. Et moi, c'est ça, donc le début de mon chemin, c'est à travers cette quête. Alors que d'autres, c'est plus la vie donne un gros coup de bâton et il y a une grosse remise en question et la méditation apparaît comme un moyen de sortir de ça. Et ensuite, les motivations, les intentions peuvent évoluer par la suite à travers les différentes rencontres et les différentes découvertes. Donc, je trouvais important comme première leçon, première étape, c'est que ça commence par une crise ou une quête. Nicole partageait, elle vivait vraiment cette Dark Night of the Soul, cette nuit noire de l'âme où elle avait du mal à voir la lumière au bout du tunnel. Et la méditation a permis a été cette lumière en fait. Alors que Sonia, elle, celle qui était victime d'harcèlement au travail. Elle part vraiment de la méditation, m'a sauvé la peau. Donc, c'était des témoignages relativement forts et puissants à quel point ça a été un outil très puissant qui a permis d'ouvrir des portes pour sortir un peu de questionnements, de situations compliquées. Et donc voilà, première étape, la méditation commence par une crise ou une quête. Et ensuite, deuxième étape, qu'est-ce qui se passe? La volonté permet de commencer. Donc il y a cet élément déclencheur et une forme de volonté, donc quelque chose qui vient plus de une dimension de l'individu, de la personnalité, puisqu'il se dit, allez, là, faut passer à l'action, faut que je mette quelque chose en place. Donc, ça demande quoi? Ça demande de la discipline, ça demande de l'engagement. C'est ce qu'on parle, Arida, il y a beaucoup de tapas, qui vient du mot tapasia, qui est cette capacité à générer de la chaleur, euh, et à travers l'intensité de la pratique. Et c'est ça qui va créer au fur et à mesure cette transformation et la purification de nos mécanismes qui nous limitent, nos façons de faire, de penser, notre vision sur soi et sur le monde. Donc, il y a une forme de volonté, d'engagement, une dimension personnelle qui permet qui fait que la pratique démarre. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, pourquoi? Parce que la Mélanie nous dit la tension de la volonté me faisait faire du surplace. Donc elle sentait, donc c'est un peu plus drive par l'ego, donc quelque chose d'assez contracté, alors que dans la méditation, on veut que ce soit ouvert, détendu. Et donc, si on reste que avec cette dimension, il faut que je médite et j'ai pris l'engagement, etc. À un moment, on va s'essouffler et ça va tomber. Donc, la volonté est nécessaire, mais ne suffit pas. Et c'est ce qu'on va voir ensuite pour comment faire pour, euh, pour trouver cet équilibre, en fait. Donc, ça, c'est la deuxième étape qui permet donc après avoir eu cet élément déclencheur, il y a une forme de volonté qui nous amène sur la rencontre de différents obstacles. Donc il y a cette volonté, mais ensuite on réalise, OK, je fais face à différents types d'obstacles,
L'idée là n'est pas de vous partager tous les obstacles possibles par rapport au maintien d'une pratique de méditation, mais plus de vous partager ce qui m'a été partagé euh, le plus fréquemment. La première, le premier obstacle, c'est quoi? C'est la solitude, ce qui est revenu souvent, d'avoir besoin ouais, d'être entouré, en fait, dans la pratique. C'est ce que disait Richard, ce dont j'ai besoin, c'est un cadre soutenant et bienveillant. Euh, donc ça, c'est la première chose. Et Émilie m'a fait un super témoignage que j'ai pas mis là. Euh, Elle voulait méditer, elle se sentait seule, elle a commencé à organiser, sans être enseignante de méditation, mais elle a organisé des sessions chez elle pour réunir des personnes toutes les semaines. Et donc là, ça faisait 2 mois qu'elles se rencontraient, toutes ces personnes, pour méditer ensemble. Donc j'ai trouvé vraiment beau cette initiative ok, j'ai personne autour de moi, est-ce que je pourrais pas inviter et commencer mon propre petit groupe? Donc ça, je trouve vraiment génial, vraiment inspirant quand on fait face à cet obstacle de la solitude. Une autre chose, un autre obstacle qui revient, c'est le doute. C'est le doute de se dire, est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que je fais vraiment bien? Est-ce que la méditation, ça marche? Euh, donc ce doute aussi vient au fur et à mesure que le temps passe, ben, vient anéantir un petit peu nos bonnes intentions du début qui fait qu'on lâche la pratique par la suite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme toute pratique, les résultats profonds, transformateurs, ils n'arrivent pas du jour au lendemain. Je pense que tous les grands athlètes voilà, ne deviennent pas champions olympiques en s'entraînant pendant 3 mois. Donc, j'utilise cette image pour montrer que la méditation, si on aspire vraiment à des transformations réelles et profondes, c'est une action répétée sur la durée qui va pouvoir créer cette transformation et que les résultats ne sont pas linéaires. C'est-à-dire que c'est pas si je médite 1 mois, j'avance de 10%, si je médite 3 mois, j'avance de 30%. C'est difficilement mesurable aussi. Mais donc, c'est souvent, ça suit une petite courbe, ça monte légèrement et après, il y a un pic de transformation, si on peut dire. Donc, euh, donc voilà, ça permet d'éviter de trop douter et de se dire ça fait partie du processus et comment est-ce que comment est-ce que je continue encore et encore chaque jour à arroser la graine qui a été semée au fait. Donc ça, c'est le deuxième obstacle, le doute. On parle aussi, j'ai rencontré aussi la culpabilité. Ça peut, lorsqu'on se met des objectifs trop hauts, trop rapidement, et que on n'a pas la capacité, et on n'a pas l'espace pour faire une telle pratique. C'était le cas d'Héloïse, par exemple, qui me disait que elle méditait 2 heures par jour. Elle s'était donné cet engagement, ce tapas, de méditer 2 heures par jour, puis qu'elle avait du mal euh, ouais, qui a été complètement fatigué, crevé au travail. Et donc la méditation devenait un peu ouais, quelque chose de contracté, quelque chose de forcé, et que c'était trop pour son système, en fait. Donc ça, la culpabilité, voilà, il faut faire attention à ça, ne pas rentrer dans une forme de comment dire, d'être trop sévère avec soi ou d'être trop exigeant. La méditation, c'est aussi l'amour, c'est aussi la compassion et ça commence avec qui? Avec nous-mêmes. Donc voilà, ne pas tomber dans ce piège, cet obstacle de la culpabilité, c'est important. Et enfin, le dernier obstacle, c'est le tout ou rien. C'est de se dire, soit je médite 1 heure, soit je médite pas du tout. Euh, voilà, on a vraiment, je peux parler pour moi, j'ai cette tendance je vois que je suis pas le seul à avoir un peu cette tendance binaire, fonctionner soit 0, soit 1, et alors qu'il y a une palette de nuances entre 0 et 1. Et, et que voilà, Marie, par exemple, partageait, j'ai commencé par 5 minutes par jour car je n'arrivais pas à faire 20 minutes. Pour moi, c'est un super conseil, encore une fois, juste ne pas se mettre la barre, pas se, pas mettre la barre trop haute
et réussir à se dire le plus important, c'est de répéter l'action, même si c'est pas la durée que je souhaitais au début. Donc voilà, le tout ou rien, c'est aussi un des obstacles qui a été partagé. On poursuit sur la quatrième leçon, la quatrième étape. Donc, il y a la méditation qui commence par une crise ou une quête. Ça crée une volonté chez soi, mais cette volonté n'est pas suffisante. On rencontre des obstacles qui sont souvent intérieurs. Et ensuite, dans un quatrième temps, qu'est-ce qui se passe? La pratique arrive à s'ancrer au fur et à mesure grâce à un environnement qui est soutenant. Euh, L'environnement soutenant, il repose sur plusieurs éléments et par rapport à ce qui m'a été partagé, ces éléments, c'était quoi? C'était un enseignant, et une sangha, une communauté, des retraites et des livres. Euh, et donc ce que j'ai souvent entendu et ce que j'expérimente aussi, c'est voir l'influence de l'environnement. On est vraiment le produit de notre environnement. C'était le cas quand j'étais entouré des bouddhistes en Nouvelle-Zélande. C'était le cas quand j'étais entouré des personnes Haridaya. Donc la méditation était facile, fluide. Et hop, on sort de ce cadre et là, ça retombe. Donc voilà, on est un peu le produit de l'environnement. J'aime beaucoup cette image du bébé aigle, donc d'un œuf d'aigle qui grandit au milieu d'œufs de poule et qui grandit en croyant qu'il est une poule. Il gratte le sol, il développe le petit cri de la poule, le chant de la poule. Et un jour, le bébé aigle voit passer cet oiseau magnifique, majestueux dans le ciel et demande autour de lui, mais c'est quoi cet oiseau incroyable? Et là, toutes les poules lui disent, c'est l'aigle, c'est le plus beau et le plus grand de tous les oiseaux. Et voilà, l'histoire de ce bébé aigle qui grandit en pensant être une poule parce que son environnement était rempli de poules. Et bah, cette image, elle est très belle parce qu'au final, les enseignements de toutes les traditions, les sagesses viennent nous dire que nous sommes des aigles, nous avons un potentiel d'aigle et nous restons juste des poules, tout simplement. Aussi simple que cela, alors que on a autour de nous, depuis des milliers d'années, des exemples de d'aigles qui ont réussi à justement transcender, passer sur un autre plan, un autre niveau et qui sont rayonnants, qui sont majestueux. Donc voilà, pour moi, cette image, cette métaphore, montre à quel point on est le produit de notre environnement et, euh, et que c'est quelque chose ben, de primordial, d'indispensable, qu'on puisse prendre conscience de ça pour ensuite faire les ajustements au fur et à mesure. Ça ne veut pas dire tout claquer, la femme, le boulot, les amis, tout ça et partir vivre dans un monastère. Non, mais c'est comment faire les petits ajustements au fur et à mesure et que intérieurement, on ressent l'appel qui nous pousse à ces modifications, à ces transformations. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai récolté tous ces avis, ces quatre choses qui sont ressorties, et ça m'a fait, en préparant la présentation, ça faisait exactement référence aux trois joyaux du bouddhisme. On parle du Bouddha, donc qui est l'enseignant, on parle du Dharma, qui sont les enseignements, donc on retrouve dans les retraites et dans les livres, et on parle de la Sangha, qui est la communauté de pratiquants qui sont sur la voie, qui sont sur ce chemin. Comme quoi, voilà, les trois joyaux, c'est ce sur quoi on vient prendre refuge quand on décide de s'engager sur la voie du bouddhisme. On prend refuge dans le Bouddha, le Dharma, le Sangha, donc ça devient nos trois références. Tout notre vie va être analysé par rapport à ces trois dimensions. Euh, quoi d'autre? Oui, l'importance d'un enseignant, l'importance d'avoir un guide. Arnaud Desjardins, il nous parle d'un ami spirituel. Je suis en train de lire un bouquin dessus qui est passionnant. Et à quel point, si on veut apprendre à jouer au piano, si on veut apprendre à, à faire du kite, on s'entoure d'un spécialiste, d'un champion pour pouvoir nous guider vers l'excellence.
Donc la présence de quelqu'un qui a déjà marché le chemin, qui a rencontré toutes les difficultés, euh, un peu tous les mécanismes est super important sur la voie. Euh, L'enseignant aussi, il est là pour venir aussi percer, faire voir des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir quand on est tout seul, c'est pas toujours très confortable. Et l'exemple que j'aime beaucoup, c'est Krishnadas, ce chanteur de kirtan et de bhajan dans la tradition du Bhakti Yoga, qui raconte à quel point ben, lui, il était beaucoup dans la drogue, il était addict à la cocaïne, si je ne me trompe pas. Euh, et il rencontre son maître, Nim Karoli Baba, qui sait, le maître sait qu'il a cette relation, cette dépendance à la drogue. Et après quelques temps, le maître, d'une manière très ferme, il va lui dire Stop it now. Il a vraiment regardé droit dans les yeux et ça a été ben, une phrase très perçante. Et juste à travers cette phrase, ben, l'addict, donc qui était Krishnadas, a tout de suite ben, eu un déclic et il a arrêté tout de suite. Donc le maître peut avoir aussi cette approche où il vient taper un bâton sur la tête un peu et on sort de notre illusion, notre addiction et de nos limitations. Ça a été ben, un peu le témoignage d'Anne que j'ai eu qui a rencontré, qui est entré dans une tradition spirituelle, qui a rencontré un maître et lui dit, ton problème, c'est que tu dois t'arrêter. Anne était toujours en train de faire des choses, toujours assez agitée. Donc ton problème, c'est que tu dois t'arrêter. La méditation est non négociable. Boum. Donc, et Anne, après avoir entendu ça, ben, elle a dit, OK, j'y vais. Elle a ralenti et c'est Anne qui médite 3 fois par jour, le matin, le midi, le soir, pendant 20 minutes. Et ce qui est intéressant, c'est que ben, ce qui était peut-être quelque chose d'imposé de l'extérieur, au final, aujourd'hui, elle le vit très bien, elle est heureuse de cette transformation-là. Donc, voilà pour Anne. Et puis, il y a eu ce témoignage d'Héloïse par rapport à sa première retraite qui a été un véritable coup de foudre. Donc, des fois, c'est plus simple d'avoir une profonde expérience ou plutôt une expérience intense sur une courte durée comme une retraite pour aller juste toucher, goûter au potentiel que ça peut offrir. Et, euh, et ensuite, ben, il y a ouais, on le vit de l'intérieur en fait. C'est une certitude. On n'a pas besoin d'aller lire tous les livres pour se dire, ah oui, c'est important, c'est bien que je médite. Donc, donc voilà, la pratique s'ancre grâce à un environnement soutenant avec ces 3 dimensions, les enseignements, l'enseignant, les enseignements et la communauté. Donc si on repart sur nos 5 étapes, il y a une méditation qui commence par une crise ou une quête. On a une volonté qui permet d'entamer la pratique et en même temps elle ne suffit pas. On rencontre des obstacles. Au fur et à mesure, on ajuste notre environnement pour qu'il soit soutenant, pour qu'il nous guide dans cette direction. Et enfin, dernière étape, la pratique devient stable quand elle devient une relation. Une relation, dans quel sens? C'est qu'on ne va plus forcément méditer pour atteindre un résultat, pour atteindre quelque chose de vraiment tangible, mais pour simplement cultiver un lien à soi. Et on a réalisé que c'est ce lien à soi. Et plus j'arrive à rester connecté à moi, à mon cœur, à mon essence, à cet espace de paix et d'amour en soi, que je vais, ben, au final, être dans le monde en paix, dans une forme de paix, de joie, de quiétude. Donc, la méditation ne devient plus un, un outil précis, mais plus une aspiration intérieure, quelque chose de très naturel. Richard ben, partageait que pour lui, quand il médite, il tombe amoureux de lui-même, donc c'est vraiment cette idée de cultiver cette relation. Et Anne, ben, elle aussi partageait que c'est plus une obéissance, celle qui avait reçu un peu les instructions de son enseignant, c'est plus une obéissance, mais c'est quelque chose d'intérieur, de très intime, de très personnel qui se déploie. Et, euh, et il n'y a pas cette injonction extérieure qui vient faire que ben, je médite parce que je dois méditer.
c'est pas exactement, c'est plus ça au fait. Un livre qui m'a beaucoup inspiré, moi, c'est Sally Campton, Meditation for the Love of It. Elle vient pas parler de meditation for better sleep, meditation for better productivity, ou meditation to, for anger, euh, ou voilà, par rapport aux émotions, etc. Mais just for the love of it, pour l'amour de la pratique. euh, elle-même et pour l'amour de soi, pour l'amour du cœur, pour l'amour de la source, on peut mettre tous les mots. Mais donc, il y a plus ce grasping, il n'y a plus cette attente de vouloir atteindre quelque chose avec la méditation, mais juste, je médite parce que je sais, parce que je sais que c'est le plus beau cadeau que je puisse m'offrir, parce que je sais que s'il y a une chose qui est sûre, c'est que je vais finir mes jours avec cet être, avec ce corps, cette relation à soi, et est-ce que j'arrive à développer ou à harmoniser justement cette relation à travers la méditation. Donc voilà, développer cette relation, cet espace intime en soi, profondément, c'est ça qui permet de stabiliser la pratique. Donc pour revenir sur les 5 étapes, euh, que je trouve, euh, que je trouve inspirant, ça permet d'avoir une vision, ça permet d'avoir un peu une carte de comment est-ce que se passe le chemin de la méditation, d'identifier où est-ce qu'on se trouve sur ce chemin et, euh, et, et juste continuer à y croire et continuer à aller vers vers cette aspiration, que la pratique puisse devenir quelque chose de stable, de régulier, de naturel, une relation qu'on cultive à soi, à son cœur. Et avant de passer à la présentation de Wake Up, une dernière chose sur les fruits de la pratique, j'ai eu des très beaux témoignages de la part de personnes qui ont expérimenté les fruits de la pratique de la méditation, qui tenaient autour des sujets suivants, elles expérimentaient plus de paix intérieure, plus de discernement. C'est le cas de Nicole, par exemple, qui a pu remettre les barrières là où elle les avait cassées. Donc, elle a pu identifier, ben, voilà, avoir plus de clarté sur où est-ce qu'elle s'était oubliée, où est-ce qu'il y a il y a eu franchissement des barrières. Donc, c'est grâce à la méditation qu'elle a pu voir ça. Elle a vu, la méditation a permis aussi une meilleure gestion des émotions. Héloïse, qui avait de l'anxiété, donc elle dit que son mal-être qui pourrissait sa vie a disparu. Euh, Ça ne veut pas dire elle a été complètement libérée, mais au moins il y a eu un- une cessation, même si elle a été temporaire, une cessation de ce mal-être. Et elle a pu goûter à, à une forme de joie, de plénitude, de paix qu'elle n'arrivait pas avant. La méditation permet aussi donc plus de profondeur. Ça a été le témoignage d'Anne-Sophie qui avait une pratique de yoga. Elle vient dire, la méditation est venue révolutionner mon approche strictement yoga. Donc une pratique de yoga plus posturale, plus dans le corps. Et là, elle a réalisé que la méditation est venue ancrer davantage dans son expérience euh, lorsqu'elle faisait sa pratique de yoga. Et aussi plus d'espace. La méditation offre plus d'espace, on est moins identifié aux émotions, aux pensées, aux sensations. Il y a comme un- ouais, une perspective qui se crée. On arrive plus à observer toutes les sensations, toutes les émotions comme des choses qui vont et qui viennent. On les accueille, on les embrasse. Et en même temps, on n'est pas pleinement identifié. Donc ça offre clairement plus d'espace dans la vie qui, c'est dans cette capacité à avoir de l'espace, en fait, sans être indifférent complètement, mais juste à les observer, à les accueillir, il y a une plus grande légèreté, une plus grande fluidité dans notre expérience, dans notre existence. Donc voilà pour les fruits de la pratique, pour la présentation de ce que j'ai pu découvrir. Je veux juste remercier à nouveau les personnes qui se sont ouvertes à moi pour partager leur rapport intime à la méditation et voilà cette porte ouverte vers cette pratique très intime, très personnelle. Merci beaucoup pour ça.
Et j'espère que grâce à vous, ben, d'autres personnes ont pu être inspirées et ouais, motivées d'entamer une pratique. Je vais maintenant vous parler de Wake Up. Euh, Wake Up, l'art de méditer au quotidien. Donc c'est vraiment un art. Un art, pourquoi? Parce qu'on cherche à trouver cet équilibre entre à la fois cette volonté d'y aller et en même temps ce relâchement, cette détente. Donc comment est-ce qu'on arrive à être un peu comme l'image que montrait le Bouddha, la corde de musique, si c'est trop serré, ça casse, si c'est trop mou, ça ne joue pas de musique. Comment est-ce qu'on arrive à être dans cet entre-deux, cette voie du milieu pour mettre en place la méditation? Wake Up, c'est quoi? C'est 5 semaines pour installer une pratique de méditation simple et profonde dans la vie quotidienne. Donc, je, je trouve que c'est important ben, oui, de montrer que la méditation, pour qu'elle produise des transformations, pour qu'elle soit ouais, qu'elle produise tous ces fruits, elle a besoin d'être installée dans la durée. Je trouve on met pas souvent l'emphase sur l'importance de vraiment cette répétition, cette habitude, comment est-ce qu'on arrive à l'intégrer dans notre quotidien. On parle souvent de toutes les techniques qui existent, mais pour pratiquer ces techniques, il y a le premier pas pour moi, c'est développer cette régularité. Et pour ça, j'ai été beaucoup inspiré par les enseignements de James Clear, qui est l'expert des habitudes, et il a montré comment chaque habitude se construit, sur quoi elle repose, et comment est-ce qu'on peut intervenir sur ces habitudes à travers notamment 4 lois qu'on explore pendant l'accompagnement, comment rendre l'habitude évidente, attractive, facile et satisfaisante. Donc, on va voir ça par rapport à la méditation. Mais ces systèmes, donc, ils sont très puissants et en même temps, ils, euh, ils manquent de douceur, de profondeur. Il manque cette dimension plus du cœur, de Hridaya. Donc, c'est pour ça que les deux ensemble, pour moi, ça fait un très bon, une très belle combinaison où à la fois il y a l'approche ben, plus neuroscientifique, psychologique, comment est-ce qu'on fonctionne au niveau de au niveau de notre comportement humain, et en même temps cette profondeur avec les enseignements de James Clear notamment, avec Sally Canton aussi que je cite, pour vraiment venir goûter, toucher à cette sensation du cœur, de soi, de la pure, de la grande présence à l'intérieur de soi. Donc c'est aussi l'occasion, je veux que Wake Up soit l'occasion de ralentir dans un monde où on va de plus en plus vite, où tout va de plus en plus vite avec les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, il faut être de plus en plus productif et dans la performance également, alors que ouais, là je veux que ce soit aussi un temps, une bulle pour revenir au cœur dans ce monde qui est saturé de distractions. Concrètement, avant, concrètement, une phrase qui me parle bien, c'est que la méditation ne transforme pas la vie parce qu'elle est profonde. Donc, c'est pas en ayant une expérience profonde une fois que ça va transformer la vie, mais elle transforme la vie parce qu'elle devient une habitude. Donc, c'est en ayant cette expérience répétée, quotidienne, régulière, sur la durée, que toute la transformation va s'opérer. Le contenu de Wake Up, c'est quoi concrètement? C'est 6 rencontres en groupe sur Zoom où il y aura là un temps d'enseignement, de pratique, où je vais partager à la fois sur les enseignements de James Clear, mais aussi sur Hidayah, sur les différentes techniques pour calmer le mental, pour ouvrir le cœur, pour avoir une vision de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on le fait, vers où est-ce qu'on va. Donc à la fois la vision et en même temps la pratique qui est la conduite, le comportement. Donc, euh, donc voilà, je veux vraiment mélanger ces deux aspects. Pour les temps de partage, un temps de questions-réponses. Je vais pour ça vous donner plusieurs outils, plusieurs ressources, que ce soit des méditations guidées, les résumés, des templates d'exercices, des fonds d'écran pour pouvoir aussi toucher tout ce qui est design de son environnement digital et que l'environnement digital soit soutenant pour la pratique de la méditation. On a aussi un espace pour pouvoir échanger quotidiennement tout au long de la durée de l'accompagnement.
un meditation buddy, donc un partenaire pour pouvoir échanger, se sentir moins seul, et également cet accès au replay. Donc voilà, j'ai vraiment voulu créer le package le plus complet possible pour que pour qu'il y ait du soutien en fait, pour qu'il y ait du soutien, pour qu'il y ait un cadre, un groupe où on sent on n'est pas seul, on avance et, euh, et on a tous la même intention et en même temps, cette expérience se manifeste ou a des goûts, des saveurs particulières pour chaque personne. À qui s'adresse Wake Up? Donc Wake Up, c'est clairement pour les gens qui sont en quête, qui sont dans cette recherche de sens, qui sentent qu'il y a quelque chose de plus profond à la vie que ce simple niveau sur lequel on se trouve. Wake Up, c'est pour les personnes qui souhaitent installer une pratique régulière et profonde, pas juste méditer à un niveau superficiel, mais pour vraiment aller au cœur, aller à l'essence, aller au plus profond de soi. C'est pour les personnes qui veulent cultiver une relation authentique avec leur cœur, euh, les personnes qui veulent obtenir du soutien, de la motivation et de la clarté. Et Wake Up n'est pas pour les personnes qui veulent obtenir une formule magique, rapide, efficace, la petite baguette magique qui, euh, qui transforme tout. Non, je suis désolé, mais ça va pas être comme ça. Wake Up n'est pas pour les personnes qui veulent accumuler des hacks pour être heureux. C'est un peu plus nuancé que ça. Et aussi pour les personnes qui veulent améliorer leur productivité au bureau. Je précise parce qu'aujourd'hui, on voit que la méditation est utilisée à toutes les sauces. Et notamment, je sors d'un stage autour de l'entrepreneuriat et je rencontrais pas mal de coachs en entreprise qui me partageaient que les managers utiliser la méditation pour augmenter la productivité de leurs salariés. Et c'était vraiment ça l'intention, donc, qui est un peu déviée d'une intention où c'est plus là d'aller se rencontrer, d'aller d'aller toucher à la dimension la plus intime et sacrée de soi. Donc, Wake Up, c'est quoi? Ça permet d'apprendre à méditer chaque jour, même quand on a une vie active. Je veux que ce soit ce programme, cet accompagnement a été conçu pour qu'il soit intégré dans le monde, pas pour les personnes qui sont dans les monastères, qui vivent constamment en retraite, mais vraiment qui sont dans le monde, qui ont une famille, un boulot, voilà, des relations sociales. Et comment réussir à trouver le temps malgré cet emploi du temps qui est souvent chargé. Wake Up aussi permet de comprendre et appliquer à la méditation les lois clés de James Clear. Donc, à travers une compréhension des lois et une application concrète, pas à pas de ces lois, on va réussir à intégrer la méditation au quotidien. Wake Up vient nourrir la flamme de la pratique. Si jamais, voilà, ou peut-être des fois créer le feu, créer l'étincelle pour que la flamme apparaisse. Wake Up permet d'avancer sur le chemin ensemble, cette dimension de la sangha, de la communauté, et enfin d'apprendre à habiter son cœur dans la vie quotidienne. La méditation, je dis souvent, elle n'est pas que sur le coussin ou sur la chaise. Elle est elle vise à être intégrée, à être appliquée dans le monde, dans le quotidien. Voilà, voilà. Donc là, tant de questions de partage. Si jamais vous avez des questions, des partages, des retours par rapport à cette présentation, dites-moi, écrivez-moi, envoyez un email. Ça me ferait voilà, très plaisir de vous répondre. Je suis disponible. Euh, Peut-être une petite chose, si jamais Wake Up vous intéresse, la première séance, c'est le 22 mars, donc dans moins de 2 semaines. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur tout ça. Et voilà, en espérant que cette présentation vous a plu, qu'elle vous a apporté un peu plus de clarté, un peu plus d'inspiration, de motivation par rapport à la pratique. Et oui, aussi, même si l'accompagnement Wake Up ne vous intéresse pas, mais que vous avez une question particulière sur un sujet particulier, vous avez un blocage, je suis aussi là, disponible pour vous aider. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Bonne continuation, bonne journée, bonne soirée où que vous êtes. Et j'espère vous revoir bientôt
dans un nouveau contexte. Prenez soin de vous. Salut!